L'autre jour, j'écoutais du rap. Oui, ça peut m'arriver. Et comme j'écoute ma playlist en mode aléatoire, ça donne lieu parfois à des suites de musique assez random. Et à un moment donné, je passe d'un morceau de rap d'IAM, La fin de leur monde, sorti en 2007, qui est un morceau qui est ultra engagé, à 9 de Yveron, de Booba. Et je me suis posé la question. Mais en fait, comment on est passé d'un rap ultra protestataire et révolté à un espèce de discours de chef d'entreprise qui a réussi dans le textile? Et surtout, quel impact ces deux raps vont-ils avoir sur les masses? Tu t'en doutes, dans cette vidéo, on va répondre à la question comment le rap est devenu un art de victime. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes actuellement sur la chaîne de Georges et aujourd'hui, on va voir comment la société de consommation et la victimisation ont tué le rap-jeu. C'est parti. Un bon engagement. Merci à tous du soutien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire, là je vais parler autant en tant qu'analyste extérieur que en tant que personne qui a évolué un peu avec le rap et qui a vu les travers du rap arriver. Donc m'en voulez pas, parfois je me trompe un peu dans les références. J'ai essayé de faire au plus clair et au plus concis. Voilà, c'est dit. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut traverser l'Atlantique. Parce que le rap tel qu'on le connaît, il est pas né avec croissant baguette dans la bouche. Je vais pas vous faire tout un historique de ce qu'est le rap, mais pour comprendre comment il est devenu un allié objectif de la classe dominante, il faut comprendre comment et pourquoi il est né. Et c'est dans les années 70, dans les quartiers populaires américains, les MC, donc les Master of Ceremony, animent et posent leur voix sur des beats de funk et de disco. Le tournant, il arrive en 1982 quand Grandmaster Flash, un rappeur de l'époque, sort The Message. Ce son, il va raconter l'expérience d'un jeune du Bronx qui est confronté aux réalités économiques de l'époque. Là, quand les gens entendent ça, ils se disent « Ah, c'est marrant parce que ça me parle. Ce qu'il dit là, c'est ma vie. » Les années 80, ils vont voir l'émergence d'un nouveau genre. Ce genre-là, c'est le Rhythm and Poetry, qui deviendra le rap. En 1990, un groupe Public Enemy sort Fight the Power. L'idée est assez simple. On range les costumes de clown et de peintre qu'on avait quand on allait en soirée disco, et les platines de Boney M et tout le bordel, et on commence à s'attaquer, en tout cas plus directement, au pouvoir et à l'État. Si je vous raconte ça, c'est que ce processus-là, donc on part de soirées où on pose nos voix à des textes engagés politiquement, ce processus-là va être le même en France, où dès les années 90, le rap débarque géographiquement dans les banlieues. Alors on peut citer évidemment Supreme NTM, IAM ou MC Solar. Comme MC Solar. Qui sont les trois grands groupes, il y en a plein d'autres, mais qui sont les trois grands groupes qu'on a à l'époque. L'objectif du rap dans les années 90, il est assez clair. Combattre l'establishment et les oppressions vécues par les habitants des banlieues. On parle alors de messagers des zones défavorisées. Je crois que c'est le groupe Lunatic qui se définit comme ça à l'époque. Et ces messagers disent les termes. On peut citer Kenny Arcana de Marseille, qui explique que l'ennemi principal, c'est le système bancaire. Tout comme le fera le rappeur François Hollande 20 ans plus tard. Moi, j'écoute les chansons de rap. C'est l'époque où tout est critiqué, comme dans le son d'IAM « Je bouge pas pour les nuls », où le rap commence véritablement à se frotter aux juridictions françaises. Et là, on peut citer évidemment Supreme NTM, qui sera condamné pour son morceau « Police » en 1991. Le rap, à l'origine, est donc particulièrement engagé politiquement et socialement. À l'occasion des lois Debré et Pasqua sur la condition des immigrés en France, un collectif de rappeurs sort 11 minutes 30 contre les lois racistes en 1997. Morceau qui va être
évidemment salué par la critique et dont les fonds sont entièrement reversés à l'association des mouvements de l'immigration et des banlieues. Là encore, les lyrics sont parlants. Je vais les citer, ils disent « On est noir, on est arabe, on est blanc, on est tous français, on est tous frères ». Un truc qu'on verrait assez peu aujourd'hui. Le rap est aussi une expression populaire. À l'occasion de la Marche des Beurs en 1992, le groupe IAM et d'autres rappeurs appellent ouvertement à manifester pour changer la perception de la population sur les banlieues. Si je vous dis ça, c'est évidemment pas que je soutiens cette marche, mais c'est pour vous montrer deux choses. Le rap à l'origine est un mouvement de protestation politique et c'est un mouvement collectif. Et là vous allez me dire, d'accord, Georges, j'ai entendu, le rap est à l'origine un mouvement de protestation collectif, and so what? Et oui, sauf que en 1999, un groupe va tout changer. J'ai 1 an à l'époque et sort sur toutes les ondes Bling Bling du groupe BG sur le label Cash Money Millionnaire. On peut d'ailleurs voir dans le clip un petit rappeur, quand je dis petit c'est qu'il est jeune et qu'il est aussi physiquement assez petit, qui est Lil Wayne. Alors ce son aurait pu passer inaperçu, sauf qu'il est révolutionnaire. On voit des belles filles, on voit des Rolex, un hélicoptère, bref, on voit la vie de gangsters américains. Et ça va être la naissance d'une véritable guerre dans le rap game, qui est le rap conscient contre le rap bling bling. Et progressivement, les rappeurs français commencent à s'américaniser via ce concept du rap bling bling. C'est pas encore du bling bling à proprement parler, mais c'est les prémices de ce qu'on peut appeler un rap d'ostentation, où on se glorifie d'écraser la concurrence. La période 2000-2006, c'est un mélange de rap bling bling et du battle rap où on détruit son adversaire. Le meilleur en termes d'importation de concepts américains, ça reste Booba. Dans son son Avant de partir en 2002, il préfigure ce que va être le rap bling bling qu'on retrouvera 3 ans plus tard en 2005 dans La puissance de son ennemi juré, Rof. Progressivement, le rap est de moins en moins contestataire et le collectif n'est plus aussi englobant que dans les années 90. Ça devient un groupe, on y reviendra plus tard, quasiment tribal, qu'on présente comme plus puissant que le groupe d'à côté. Mon quartier c'est le meilleur, ton quartier c'est de la merde, enfin bref, ça se limite géographiquement. Et c'est la naissance du fameux « vous contre nous ». Ils sont pas prêts, on est les meilleurs, mon équipe est la plus dangereuse, etc. Pour moi, la fin de la contestation et de la notion de collectif dans le rap français, c'est 2007 avec le titre « La fin de leur monde » que j'écoutais en introduction, d'IAM, qui est vraiment selon moi le dernier morceau populaire de rap conscient à l'époque. Alors évidemment, il y en aura d'autres, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est le début de la fin pour le rap contestataire et le début de la pleine puissance de l'industrie dans le rap. Et on le voit dans les statistiques, les mots argent, drogue et riche commencent à émerger. À ce moment-là va se développer ce qui va progressivement tuer le message du rap français, les labels. Pour bien comprendre le rôle que vont jouer les labels dans l'uniformisation du rap, il faut comprendre ce que sont les labels. Les labels, c'est des marques ou des divisions spécifiques d'une plus grande maison de disques qui va étudier le marché du rap et qui va choisir d'investir ou de ne pas investir dans des projets musicaux. Au début des années 90, les labels sont le produit de la culture urbaine. Aux États-Unis, on va avoir Def Jam, créé par Ricky Rubin en 1984, on va avoir Death Row, du fameux Dr. Dre, et Bad Boy de Puff Daddy, qui vont aider à populariser la culture rap. Ils signent entre autres Public Enemy, dont je parlais tout à l'heure, Notorious, Snoop Dogg et Tupac Shakur. En France, Dynasty et le label Rouge signent NTM, tout comme 45 Scientifique qui va signer dans un premier temps Booba et son groupe Lunatic. Mais tout change avec le rap bling bling, parce que le rap bling bling a beau être extérieurement violent, il n'est pas très menaçant pour l'ordre établi. Donc, les labels extérieurs à la culture urbaine se mettent à investir massivement leur argent dans des projets de rap bling bling. En 2004, Universal Music crée Def Jam, qui signera Rof. En 2002, l'empire Sony Music s'empare de Kerry James et Warner du rappeur Sefiu 1 an plus tard. Le son Gravé dans la roche de Sniper, par exemple, est le fruit de Virgin Records. Progressivement, les labels dits indépendants disparaissent devant des grosses maisons de disques et leur verticale culture urbaine. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est de l'économie quelque part, ça n'influe pas sur le message. Et oui mais non, attention.
Erreur. L'avantage que va avoir le gros label, c'est évidemment un avantage économique. Le rap se professionnalise, on commence à voir des vrais clips et on sort un peu du quartier pour les productions. De ce que j'ai pu étudier, l'impact est multiple. Déjà, les labels vont standardiser le rap. On identifie ce qui marche auprès du public et on va reproduire ce qui marche à l'infini avec d'autres artistes. C'est une homogénéisation du rap, d'où l'essor du rap ghetto ou bling bling. Parfois, les labels vont avoir un contrôle créatif sur les artistes, ce qui va amener à une dilution des messages des rappeurs pour pouvoir, par exemple, entre autres, passer sur les ondes radio. Et ce processus, quelque part, il est un peu à vase communicant. On exige des artistes une standardisation et inversement, les artistes se standardisent eux-mêmes pour être signés sur des gros labels ou pour passer à la radio. Le rap devient donc une industrie, un produit culturel qui n'est plus maître de son message. Ça va uniformiser jusqu'à la construction musicale des morceaux. On oublie tout ce qui est freestyle où tout le monde vient rapper sa sauce. Là, c'est des formats radio qui vont conventionnaliser le rap. Donc refrain accrocheur, parfois chanté par une femme. Dans les années 2000, ça se fait souvent. Couplet clair et durée max de 4 minutes par morceau en se calquant sur le format pop. Et plus tard, l'arrivée du streaming va renforcer ce contrôle des labels en gardant la même dynamique. Identification de la meilleure formule et reproduction de la formule. Ça crée en fait une dépendance des rappeurs envers cette forme de rap et ça crée surtout un style et une mode dans le rap. Et quand je parle d'uniformisation du rap, c'est pas un phénomène qui est national, donc qui est juste en France. Les labels sont en général mondiaux, donc ils peuvent identifier ce qui marche à l'étranger pour l'importer en France. Typiquement, le rap bling bling, tout comme la trap plus tard et tout comme la drill en ce moment, sont des importations américaines et anglaises en France. Et ça va avoir un impact très fort sur les thèmes abordés. Les rappeurs français vont calquer leurs textes sur des textes américains en reproduisant des discours de noirs américains alors qu'ils n'ont absolument pas vécu la même histoire. Une forme d'américanisation des modes de vie et des discours. En France, on va commencer à employer fréquemment des termes comme ghetto et à se voir comme un descendant d'esclaves. Sauf que, différence principale, c'est que la France, c'est pas les US et qu'on a assez peu, voire pas du tout de ghettos, encore moins des ghettos ethniques en France et que surtout notre pays n'a pas l'histoire esclavagiste des Américains. Mais on s'en fout parce que comme c'est les Américains qui le disent, on le reproduit en France. Si on est taquin et qu'on oublie l'illégalité du discours et de la vente de drogue, le rap d'aujourd'hui, c'est exactement le rap d'un entrepreneur de la Startup Nation. On parle de clients, de marché, de vente, de bénéfices et de coûts. Ça doit nous faire un cours sur la théorie du ruissellement. Et statistiquement, on voit cette évolution parce qu'on voit apparaître des notions comme business, comme bénéfice, comme client et comme argent. Ça va devenir des incontournables du champ lexical des rappeurs. Si on prend un peu de recul sur ce qu'est le rap aujourd'hui, on est littéralement en train d'écouter des mecs glorifier le profit. Et ça, si c'est pas une victoire posthume de Karl Marx et de Guy Debord, je sais pas ce que c'est. Sans parler de l'aspect ultra-capitaliste de la réussite du self-made man, les fameux « mais personne croyait en moi et regardez où je suis maintenant, j'ai tout niqué et tout ». Ça, c'est très américain comme manière de penser. Toutes ces raisons vont faire qu'à partir des années 2010, c'est la fin pure et simple de la revendication politique et collective dans le rap. Dans une interview qu'il donnait au Monde, l'électricien rappeur Maître Gims affirmait « Je n'entre pas dans les détails politiques, c'est trop sensible, trop miné. La politique, ce ne sont que des groupes de gens qui se tapent dessus. » Waouh, sacrée prise de position. Mais qu'est-ce que le rap si ce n'est plus ce que c'était au début, à savoir une revendication politique et collective? Eh bah, aujourd'hui, beaucoup de choses, mais rien qui va aider la contestation sociale qu'on a pu avoir dans les quartiers. Aujourd'hui, le rap, il véhicule des clichés sur les banlieues. Banlieues qui seraient ou qui sont, c'est selon, racistes, violentes et gouvernées par le trafic de drogue. Et c'est le fameux paradoxe du rap d'aujourd'hui. On explique que la banlieue, c'est autre chose, qu'il y a plein d'entrepreneurs en banlieue et qu'on a de tout. Mais quand on écoute la musique qui provient de ces mêmes banlieues, on est face à un ramassis de violence et d'illégalité. Depuis les années 2010, le rap devient quasiment une histoire complètement fantasmée sur soi et sur son environnement. Je pense notamment à l'esthétique de la mafia
italienne développée chez le rappeur SCH ou à celle du grand banditisme chez les rappeurs comme Booba, Lacrim ou Maes. Un rap qui prône et qui assume clairement l'illégalité, mais qui s'étonne d'être contrôlé ou arrêté par la police. Et encore une fois, si c'est ce message qui est transmis dans les musiques aujourd'hui, c'est que c'est un message qui a été artificiellement validé et choisi, voire créé, par des labels et des maisons de disques, puisque comme je l'ai démontré, c'est elles qui contrôlent aujourd'hui les rappeurs. Et quel peut être l'intérêt des maisons de disques de promouvoir cette perception violente de la banlieue ? Et pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple des conséquences du rap dit bling bling. Une enquête des années 2000 montrait que le rap et le hip-hop étaient des genres ultra populaires chez les jeunes générations entre 15 et 19 ans. On va prendre des exemples de ce rap-là, le rap bling bling. Booba, il va nous dire « Je dois faire du bif, de la moula, du caramel ». Keukra, il explique « Je veux du cash dans mes poches, je veux des fonds ». Et enfin, PNL, qui est quand même le groupe le plus écouté en France à une période, qui dit « Chaque jour, c'est le bif qui me fait frissonner ». Mais ces paroles-là, sur un jeune public, ça fait quoi ? Eh bien, c'est très simple. Ça véhicule une forme de capitalisme et de consommation de masse. Quand ton clip de musique, c'est une succession de biens matériels en mode « Regardez comment j'ai réussi, j'ai des grosses voitures, des grosses meufs et des montres qui valent 2 ans de salaire », tu associes inconsciemment, quand tu es jeune, la réussite à la consommation des biens de luxe. Le message que le rap transmet aujourd'hui, pour la jeune génération en tout cas, selon moi, il est catastrophique. D'une, on explique que la seule manière d'arriver à une fin enviable, c'est l'illégalité, via le trafic de drogue, donc c'est déjà assez triste en soi, et qu'en plus, cette fin enviable, c'est juste de consommer des biens de luxe, style Bugatti, Ferrari ou Porsche. Et si on parle d'auteurs qu'on peut difficilement classer à droite, genre Karl Marx, on se rend compte que les rappeurs sont tombés dans ce qu'on appelle la fétichisation de la marchandise. Typiquement, on veut un bien non pas comme un moyen, mais comme un bien en lui-même. Les objets deviennent des fétiches des travailleurs. Une voiture, par exemple, ça va correspondre à une vie réussie. Et ça, c'est de l'aliénation au sens propre. Et Guy Debord, dans la société de spectacle, il dit pas autre chose. Dans le rap, on va créer une mystique autour des biens matériels et les rappeurs qu'on écoute deviennent des agents de la consommation de masse en favorisant des marques de luxe en mode homme sandwich. Et c'est pas un hasard si Adidas a littéralement habillé Joker dans sa chanson Mon Survêt. Le rap d'aujourd'hui va donc créer de la frustration chez les jeunes qui n'ont pas souvent les mêmes revenus que les rappeurs, ce qui était l'exact opposé de la raison de sa création. Vous vous rappelez que le rap était né pour que les jeunes se reconnaissent dans les paroles. Et là, les paroles des chansons de rap créent justement une distance entre le monde vécu par l'auditeur et le monde proposé par le rap. Et ça, c'est fondamental. Et par ailleurs, va se développer à la marge de ce rap dit bling bling ou de rap ultra capitaliste, un rap dit victimaire, où on présente la banlieue comme une victime éternelle du système. Vision qui n'est pas née dans les banlieues, mais qui est née dans les milieux décoloniaux, parisiens et bourgeois. On pense évidemment à Kerry James ou à Sofiane qui vont venir slammer que la vie est dure sur les plateaux de France Inter ou de France Culture. Mais on pense aussi plus anciennement au film La haine du bourgeois Mathieu Kassovitz qui mettait en scène des jeunes de banlieue qui n'avaient aucune perspective d'avenir. Mais ça, c'est en fait une projection de la banlieue par des petits bourgeois qui n'y ont jamais vécu. Et contrairement à ce qu'on pense, le cercle d'auto-victimisation, donc je m'aime pas, je projette sur les gens qui ne m'aiment pas et du coup je m'aime encore moins, ça c'est très handicapant pour l'individu. Ça déresponsabilise et on le verra, ça empêche une perception saine de ses propres actions. Avec le rap, le mec de banlieue a donc le choix entre être une victime éternelle et être un patron d'entreprise du CAC 40 qui se sape en Louis Vuitton et qui roule en Bugatti. Dans les deux cas, on fige la banlieue. Ce sont des victimes et on les frustre en leur proposant des modèles de consommation qu'elles ne pourront jamais avoir. Et ces deux perceptions, l'une américaine, donc le bling bling, et l'autre bourgeoise, donc parisienne, ne sont pas des produits endogènes aux gens qui habitent dans les banlieues, mais exogènes aux habitants de ces mêmes quartiers.
Dans les deux cas, les habitants des banlieues ne sont pas acteurs, mais ils jouent le rôle qu'on attend d'eux, consommateurs ou victimes. Et venez pas me dire que des rappeurs vont s'élever contre l'ordre dominant ou le système établi, genre Orelsan et son odeur de l'essence. Je rappelle que dans le son, il va pas déranger l'ordre établi, puisqu'il reprend des thèmes bourgeois pour théâtraliser sa révolte. Écologie, haine du Front National et peur de la police qui serait violente, que des thèmes qui ont été popularisés, caractérisés par la classe dominante via des écoles de pensée type Sciences Po ou le CNRS. Et c'est pas tout. Le rap aujourd'hui, il est profondément individualiste. On ne pense qu'à soi. Et de temps en temps, on pense à la famille. L'album de PNL, il en dit long. C'est que la famille. Là encore, le rap moderne a tué l'expression du collectif pour une lecture très tribale du groupe. C'est moi, ma famille, mon quartier, fin de l'histoire, ça va pas plus loin. Et ça, cette lecture de l'individu, c'est très libéral. Je vais pas citer des champions du libéralisme, mais Margaret Thatcher, elle expliquait que la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Exactement comme ce qu'il y a dans le rap. Il n'y a pas de collectif dans le rap, il n'y a que des individus qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Et finalement, on est dans ce que le philosophe Veblen appelait la consommation ostentatoire, où l'individu consomme et accumule des richesses pour se démarquer du groupe justement et afficher son statut social. Le rap va endormir les masses derrière la consommation d'un individu. Toutes ces raisons-là, l'individualisme, le bling-bling, la consommation et la victimisation vont empêcher toute velléité politique ou sociale des habitants des quartiers. Elles vont créer des générations de petits frustrés et de gens violents pour qui la seule réussite est de consommer et d'avoir l'argent comme moteur principal. J'en veux pour preuve, et c'est l'exemple parfait, c'est les révoltes pour Naël. Faut être aveugle pour ne pas voir que ces révoltes n'avaient rien de politique et que c'était juste une excuse pour aller voler des biens de consommation de luxe ou pas, parce qu'ils sont aussi allés voler le Foot Locker. La première chose qu'ont fait ces manifestants, c'est pas de s'unir, c'est de se foutre sur Snap pour aller dévaliser le Foot Locker d'à côté. Le projet d'en faire des parfaits agents du capital a parfaitement marché, puisque les seules fois où on a l'impression qu'ils se révoltent, en fait, ils vont juste faire ce qu'ils font d'habitude, donc consommer, mais là ils vont le faire gratuitement et violemment. Donc les émeutes pour Naël, ça a été un peu l'anti-révolte par excellence. Si on prend par exemple d'autres révoltes type les Gilets jaunes, en tout cas les 10 premiers actes des Gilets jaunes, qui étaient des vraies révoltes populaires et d'union nationale, là dans les banlieues c'est typiquement l'inverse. C'est des révoltes qui sont individualistes, consuméristes, victimaires, parce que c'était en mode j'ai le droit de voler parce que je suis une victime. Donc dans les deux cas, il n'y avait pas de notion de collectif. C'était moi et mes chaussures Nike. Et je trouve que les révoltes Naël sont très parlantes. On part d'une base politique et sociale et on arrive à un Black Friday généralisé. On passe d'un discours victimisant qui est né dans les milieux bourgeois parisiens, on est des victimes de la société, et on répond à cette victimisation-là artificielle en succombant à la société de consommation et en allant piller des magasins de luxe. Mais ça, c'est exactement ce que le système attend des banlieues. Et je pense que le rap y est pour beaucoup. Alors évidemment, il reste encore aujourd'hui beaucoup de rap dit conscient, qu'on y soit sensible ou pas. Je pense à Hugo TSR ou à Furax Barbarossa. Mais force est de constater que c'est plus le rap qui est majoritaire dans les quartiers aujourd'hui. La vraie innovation dans le rap, ce serait l'inverse. Ce serait de dire, vous êtes responsable de ce que vous faites, vous pouvez devenir acteur de vos vies, vous pouvez être fier d'être français, vous pouvez être autre chose que vos origines, vous pouvez aimer la France, vous pouvez vous extraire de votre milieu social et culturel. Et là, si le rap avait ce discours-là, il serait fondamentalement à contre-courant de l'idéologie dominante, qu'elle soit gauchiste et bourgeoise ou purement consumériste et capitaliste. Et pour vous dire que ce rap-là, en tout cas ce slam-là, il existe, je vais citer une citation d'un groupe qui s'appelle Milk Coffee and Sugar, qui explique « Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre ». Donc ce rap-là, il existe. Il y a un rap qui est vraiment à contre-courant de la domination, mais il n'est pas favorisé par les labels. Pourquoi ? Vous avez un peu compris l'idée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu particulière parce que je me suis appuyé autant sur mes connaissances personnelles que sur d'autres connaissances un peu plus théoriques. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!